il n'y a pratiquement pas de repos. Il y a tout juste une sorte de relève entre eux. Ils ne sont pas tous à la même heure, en même temps, en vol et en mission. Mais alors, rien Je pense donc que ce caractère un peu injurieux, faudrait-il donc que nous ayons déjà des pertes et des avions abattus et des équipages disparus pour qu'on puisse enfin estimer qu'ils travaillent, pour employer ce terme que je n'aime pas, à temps plein. Donc nous travaillons dans le cadre d'un plan d'ensemble. Ce plan d'ensemble aurait pu aussi bien nous affecter ailleurs. Et au demeurant, nous ne nous sommes pas interdits, cela vient d'être rappelé par le ministre de la Défense, le cas échéant d'aller en Irak. Le dispositif vise actuellement l'aviation, puisque c'est une période pendant laquelle c'est l'aviation qui opère. Mais elle vise aussi déjà en perspective les troupes terrestres. Et déjà, ces missions sont fixées. Attendez donc que les choses se déroulent. Quand je dis attendez donc, je m'adresse bien au-delà de vous, M. Bromberger. Attendez donc, pour en juger, que les affaires se déroulent, pour pouvoir prononcer un jugement, de cas échéant, aussi sévère ou péjoratif que celui qui a été énoncé récemment par certains. Bon, alors je voudrais revenir sur la partie de ma question qui concerne les buts de guerre et d'une façon, sur un exemple très précis. Est-ce que vous pensez qu'au cours de ce conflit, il faut tuer le président Saddam Hussein? Est-ce qu'il faut le faire passer en jugement à l'issue de la guerre? Ou est-ce qu'on pourra s'accommoder de sa présence encore à la tête de l'État irakien? Ne faisons pas toutes ces hypothèses. Ce que je veux dire, c'est que les buts de guerre américains et français sont d'abord les buts du Conseil de sécurité, parce que nous sommes là en raison des décisions prises par le Conseil de sécurité. Et l'objectif essentiel, c'est la libération du Koweït, ce qui suppose bien entendu des opérations de guerre, en Irak aussi, puisqu'on ne peut pas isoler le Koweït de l'Irak sur le plan de la force armée irakienne. Quant à savoir si on s'en prend à la personne du président Saddam Hussein, je dis non, il n'y a pas de lutte, de destruction de celui-ci ou de celui-là. Il y a un objectif de paix afin de libérer le Koweït, de rétablir autant que possible l'équilibre dans cette région et d'en finir avec les hostilités. Nous n'avons donc rien d'autre à faire que de mener à son terme l'action qui nous a été demandée par les Nations Unies. Monsieur le Président, mais est-ce que vous ne pensez pas que les États-Unis ont des arrière-pensées, une conception peut-être un peu extensive des résolutions de l'ONU, en cherchant en fait à briser toute la structure militaro-industrielle de l'Irak? Mais c'est difficile de faire lâcher prise à l'Irak sans s'attaquer à ce potentiel militaro-industriel. Il faut naturellement le détruire, en tout cas jusqu'au jour où les autorités de ce pays demanderont qu'on arrête, parce qu'ils seraient prêts à céder devant les demandes qui ont été faites depuis déjà longtemps par les Nations Unies. Monsieur le Président, les sondages affirment et révèlent qu'une majorité de Français vous soutiennent pendant cette crise grave. Mais il y a quand même une interrogation sur le rôle du ministre de la Défense, sur son attitude, notamment lorsque le 17 au matin, il avait affirmé que les forces françaises n'interviendraient pas au-delà du Koweït. Alors est-ce que ça vous... Je ne doutais pas. Comme toujours, il y a deux questions dans votre question. Parlons d'abord du premier point. Je ne doutais pas du soutien des Français. Les Français sont un peuple pacifique, mais parfaitement capable de comprendre. Il a une lourde et riche expérience historique, les devoirs de la France. J'ai essayé de les lui expliquer et j'ai l'impression que nous nous sommes vraiment compris. Il était nécessaire que la France fût présente. Donc de ce point de vue-là, je dois le dire, je ne suis pas surpris et je suis même reconnaissant aux Français de nous aider dans cette tâche difficile et parfois douloureuse, mais nécessaire. Alors, vous parlez maintenant du ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement. Qu'est-ce que vous voulez? Il a dit protocole, moi je dis plan d'emploi, planification, décidé entre des états-majors des 29 nations. Je ne sais pas quel est le vrai mot. Ce qui est vrai, c'est que toutes les missions ont été étudiées d'un commun accord, mises au point
M. Chevènement n'est donc pas en désaccord avec cette explication dès lors qu'il dit que notre mission est au Koweït. Il a ajouté encore ce matin, et il a bien fait parce que c'est la réalité, que nous pourrions être amenés à intervenir en Irak et que si c'est nécessaire, nous y sommes disposés. J'ajoute qu'il y a des opérations aériennes, je répète, mais il faut être compris, et il y aura les opérations terrestres. Et on verra bien à ce moment-là comment nous avons conçu notre devoir. Nous sommes solidaires de ceux qui se battent, comme nous, avec nous, dans le même objectif, celui de la paix sans doute, mais en passant par la libération de ceux qui sont opprimés. Est-ce que vous êtes sensible, Monsieur le Président, à un certain malaise qui semble se manifester dans une partie de la communauté musulmane en France? Oui, je suis sensible. J'en ai aperçu certains signes. Et je voudrais convaincre ces communautés que la France est là pour venir au secours d'un État arabe attaqué, occupé par un autre État arabe. Tout cela assorti de 1001 violences. Et nous menons cette action en compagnie et aux côtés de nombreux autres pays arabes. On ne peut donc pas confondre notre action avec celle qui viserait à combattre l'islam. Nous sommes avec un certain nombre de pays islamiques contre celui qui a contrevenu aux règles essentielles de la loi internationale. Et c'est l'instance suprême de la loi internationale, la communauté internationale, qui nous l'a demandé. Il ne peut pas y avoir de confusion là-dessus, et tout ce qui pourra être fait pour expliquer à cette communauté qu'elle est chez nous, avec nous, et qu'il n'y a pas lieu de distinguer, tout cela feront bien de le dire. Et moi, personnellement, je ne veux pas qu'il puisse y avoir dans cette opinion-là une maldonne. La France ne fait rien contre l'islam. Elle agit contre un dictateur, agresseur, qui n'a tenu compte d'aucun conseil, d'aucun avis, d'aucune chance de paix, et nous sommes restés conformes au devoir que j'estime absolument nécessaire et qu'il faudra tenir jusqu'au bout. Le devoir de la France est celui que nous remplissons. Vous ne craignez pas que l'introduction un peu involontaire d'ailleurs d'Israël, de l'État d'Israël dans le jeu, puisqu'il a reçu quelques missiles, ne facilite un peu ce malaise, disons, des Français et des musulmans de France? Attendez, Monsieur le Président, je voudrais préciser quelque chose parce que j'apprends à l'instant là que 5 missiles Scud irakiens viennent d'être tirés, cette fois-ci contre l'Arabie Saoudite. Et pour compléter donc la question de Georges Bortoli, je voudrais savoir, compte tenu de l'émotion que ces attaques de missiles ont provoqué en Israël et de la volonté israélienne de répliquer, est-ce que vous êtes entré en contact avec les dirigeants israéliens? Ce sont quand on frappe l'Arabie Saoudite du côté de l'Irak par ces missiles Scud, ce sont des faits de guerre. On ne peut pas s'en étonner. Lorsque ces missiles vont vers Israël, on en est surpris et on s'en indigne, car Israël n'est pas dans la guerre. C'est un pays non belligérant. C'est donc une sorte de provocation faite pour faire semblant, pour faire croire à tous qu'il s'agit d'une lutte entre Israël et les Arabes, et d'une façon générale de l'Occident contre l'islam. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que la recherche irakienne dans cette affaire à l'égard d'Israël est de caractère psychologique, parce que sur le plan militaire, ce n'est pas très efficace. Vous savez, ces Scud ne peuvent pas faire une si grande distance avec une charge lourde. Ce sont donc des charges légères qui peuvent faire du mal, mais pas assez pour avoir une vertu militaire directe. C'est une vertu psychologique. Et je voudrais profiter de cela, puisque vous m'en offrez l'occasion, pour dire que j'ai entendu avec beaucoup de surprise et d'indignation certains responsables israéliens affirmer que ces missiles ou d'autres auraient été fournis par la France. Nous n'avons vendu aucun missile pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak.
où nous avons soutenu l'Irak pour tenter de préserver le front arabe, à la demande du Koweït, à la demande de l'Arabie saoudite et des autres. Nous n'avons vendu aucun missile balistique capable d'atteindre le territoire d'Israël, que ce soit bien entendu. Et moi, un mois, peut-être, après mon élection, la centrale de Tammuz nucléaire, fournie, il faut le dire, par la France, a été détruite par Israël. Eh bien, depuis 9 ans, j'ai toujours refusé de fournir les éléments d'une reconstruction de quelque élément nucléaire que ce soit à l'Irak. Ce qui a sans doute contribué au fait que je n'ai pas eu avec M. Saddam Hussein de relations fût-ce celles d'État à l'autre, puisque je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce qu'Israël, en l'occurrence, a le droit de répliquer, comme tout État souverain ? Le droit est indiscutable. Ouais. Le droit est indiscutable. On est attaqué, on n'est pas dans la guerre. On est quand même attaqué, on réplique. Mais Israël comprend, j'imagine, le souci extrême qu'ont ceux qui sont dans ce conflit, d'une façon active, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, comme la France, et puis les autres, que l'on n'arrive pas précisément à tomber dans le piège tendu par M. Saddam Hussein, à savoir, il s'agit d'une guerre entre Israël et les Arabes, et les puissances occidentales sont dans le camp d'Israël. Non, le problème ne se pose pas dans ces termes. Monsieur le Président, ce soir, il n'est pas question de paix. Je veux dire, vous avez reçu un certain nombre de messages, notamment, je crois, un message d'Arafat. Toutes les tentatives sont vouées à l'échec dans un avenir immédiat. Vous savez, la vraie tentative de paix, elle ne peut être faite que par le président irakien. S'il renonce à sa proie, s'il renonce à sa guerre, eh bien, je serai l'un des premiers à dire parlons de paix. Mais au moment même où s'engage cette action, sans avoir aucune garantie d'aucune sorte, comment voulez-vous que l'on puisse avancer dans le domaine d'une trêve? Le jour viendra, je l'espère, et le plus tôt possible. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, messieurs. Je pense que ce type d'entretien doit être bref, car beaucoup d'autres nouvelles courent à l'heure actuelle les salles de rédaction, et d'autre part, l'opinion publique est attirée par bien d'autres choses. Je vous remercie en tout cas de m'avoir permis d'apporter ces quelques explications à l'opinion publique. Merci. Avant de reprendre les propos que vient de tenir le chef de l'État, M. François Mitterrand, une confirmation, 5 missiles, paraît-il 5, on n'a pas pu les compter exactement, mais plusieurs, disons une demi-douzaine de missiles, seraient bien tombés sur Daran tout à l'heure, au moment où le président de la République prenait l'antenne. Également, état d'alerte à Bahreïn. Nous essayons évidemment de joindre nos envoyés spéciaux dans cette région du Golfe, mais probablement ils sont encore dans les abris et l'alerte n'a pas été levée encore. Dès que nous les joignons, nous interromprons les reportages en cours pour vous donner des informations. Les premières réactions maintenant au propos de François Mitterrand avec nos envoyés spéciaux dans le Golfe et en Israël. Mais tout d'abord, il est important de reprendre l'essentiel de l'interview que vous venez d'entendre, Gérard Carreau. C'est un discours de fermeté donc qu'a tenu le président de la République. Oui, c'est une courte intervention dans laquelle il y avait, je dirais, 3 messages, dont un message principal. Le message principal, c'était « il n'y a pas de guerre française qui serait, disons, différente de la guerre menée par d'autres nations, à commencer par les Américains. Nous avons, a dit le président, les mêmes buts que ceux fixés par les Nations Unies. Nous sommes totalement solidaires de ceux qui se battent avec nous. Tout cela se fait dans l'harmonie et la concertation. Les missions sont fixées, ont été fixées par avance dans la concertation. Et pour passer à l'application de ces missions, le président de la République a confirmé que l'aviation française n'hésiterait pas à aller en Irak, s'il le fallait, à aller bombarder l'Irak. Il n'y a donc on en a terminé avec cette séparation artificielle entre des missions sur le Koweït et des missions sur le territoire irakien. C'est la même guerre et en ce sens, le président de la République répond un peu à l'attente de Simone Veil qui disait tout à l'heure à 7/7 qu'effectivement l'ennemi c'était l'Irak et qu'on ne pouvait pas récupérer le Koweït sans aller faire la guerre à l'Irak. Il a également voulu soutenir nos aviateurs. Il s'est déclaré, le président de la République s'est déclaré choqué par certains commentaires lorsqu'on dit qu'ils font leur métier à mi-temps ou à temps partiel. Commentaire de l'opposition
position des partis politiques? Oui, enfin, commentaire qu'on a entendu ici ou là, justement lié au fait qu'il n'allait que sur le Koweït et pas sur l'Irak. Alors ça, c'était le premier message. Nous sommes totalement solidaires. Et Jean-Pierre Chevènement, eh bien, Jean-Pierre Chevènement, il est solidaire. Il a lui aussi, le président de la République assure que le ministre de la Défense maintenant est sur cette ligne-là. En tout cas, il ne nous a pas dit qu'il avait été à un moment ou à un autre sur une autre ligne. Il dit il est sur ma ligne. Deuxième message, soutien de l'opinion française. Je l'attendais, dit le président, j'en suis satisfait, j'en suis fier. Et puis, il ne s'agit pas pour l'opinion arabe qui se trouve en France, il ne s'agit pas d'une guerre contre l'islam. Là, il s'agit en quelque sorte de rassurer. Et puis, dernier message que le président de la République voulait faire passer ce soir, celui qui concerne Israël. Là, il voulait très clairement répondre à certaines critiques en Israël, ceux qui, comme M. Bendelissar, hier soir, dans votre journal, ont dit, eh bien, les Français ont vendu des armes à l'Irak, notamment des missiles. Clairement, le président de la République précise, il n'y a jamais eu de missiles vendus, de missiles balistiques. Oui. Et puis, autre exemple, la France n'a jamais voulu reconstruire la fameuse centrale aux Irak qui avait été détruite par la chasse israélienne en 1982. Donc, c'est les trois messages. Solidarité, rassurer l'opinion, et puis répondre aux critiques à propos d'Israël. Enfin, la guerre sera, d'après le président, une question de semaine. Merci. On va voir tout à l'heure comment les capitales occidentales, en tout cas Washington, comment Israël, comment dans le Golfe, en Arabie Saoudite, on aura perçu ces messages du président de la République, le temps d'établir les liaisons, tout ça, vous le savez, a été un petit peu bousculé. En attendant, il a suffi de quelques heures aux spécialistes américains pour déployer le long du Jourdain, c'est-à-dire à la frontière est d'Israël, sa frontière avec la Jordanie qui le sépare de l'Irak, pour installer, quelques heures pour installer les missiles antimissiles livrés hier par l'Amérique. Leur nombre est tenu secret, leur emplacement aussi, vous vous en doutez, mais on note qu'ils ont été déployés à temps pour éviter à 95 chances sur 100 une attaque chimique, car c'est encore ce que redoute Israël. Voici donc les fameux missiles américains qui ont déjà fait leur preuve du côté de Daran avant l'attaque de ce soir. Gauthier Revinsky. Vous voyez donc sur ces images les fameux missiles patriotes que les Américains ont livrés hier aux Israéliens. Ils sont désormais opérationnels dans la région de Tel Aviv. Ils sont à même d'intercepter de façon presque infaillible les Scuds irakiens qui, 2 nuits durant, avaient plongé les Israéliens dans l'angoisse. Au-delà de la performance technique, il est à noter que ces missiles n'arrivent pas seuls. Leurs servants seront en effet des soldats américains, ce qui constitue une première dans l'histoire israélienne. Tel Aviv avait toujours jusqu'ici refusé de déléguer la moindre parcelle de sa défense à une armée étrangère. Et puis surtout, ces missiles patriotes sont pour Israël le moyen de se protéger, tout en faisant l'économie d'une intervention contre l'Irak. Ne pas faire la guerre à l'Irak vaut également à l'État hébreu les hommages de la coalition anti-irakienne et la compréhension de certains pays arabes. La mise à disposition de cet armement par les Américains dépasse donc largement la simple péripétie militaire. Elle permet à Israël, qui aura ainsi fait preuve de retenue, de se placer en position de force pour l'avenir, c'est-à-dire pour l'après-guerre. Un discours fleuve de Saddam Hussein cet après-midi est probablement la première fois qu'on le voit depuis le début de la guerre, car il est plus que probable que les images du président irakien diffusées en Irak juste après le début de l'attaque américaine, et bien que ces images étaient des images d'archives. Saddam Hussein cet après-midi a une nouvelle fois appelé à la guerre sainte, affirmé que son arsenal était intact et tenté de persuader les Irakiens que de l'autre côté, côté allié, l'aviation avait été décimée. Le voici. Nous devons dire à tous les Arabes, à tous les croyants, à tous les combattants et à tous les hommes de bonne volonté dans le monde entier que vous avez le devoir du djihad, de la guerre sainte, d'éliminer le mal et la corruption partout et de frapper les intérêts, même partout. C'est votre devoir, un devoir que vous devez accomplir. Vous devez vous associer à ce combat de vos frères d'Irak. Vous faites partie de nos valeureuses forces armées dans cette lutte, dans cet effort des croyants, des combattants. Et si vous êtes capturés par l'ennemi, vous serez récompensé par Dieu. Confirmation des tirs de missiles sur Daran en début de soirée, c'est-à-dire au moment même où le président de la République prenait la parole en direct de l'Élysée. Et confirmation également qu'en ce moment même se poursuivent
des déflagrations à Bahreïn. La chaîne américaine CNN, dont je vous disais tout à l'heure qu'elle était la seule équipe de télévision acceptée et maintenue à Bagdad, vient de le confirmer. J'espère que nous pouvons maintenant avoir une réaction en Israël en vous rappelant que dès hier soir, l'Élysée avait fait une mise au point après les critiques du député israélien, M. Ben Elissar, qui se trouve être le président de la Commission des Affaires étrangères à la Knesset. François Mitterrand n'avait pas attendu aujourd'hui. Dès hier soir, il avait réagi très rapidement en rappelant que ce n'était pas la France, mais bien l'Union soviétique qui avait fourni à l'Irak les missiles Scud, des missiles qui ont frappé déjà Israël 2 fois. Et une précision, juste avant de vous demander, François de Closet, comment réagissent déjà les Israéliens. Eh bien, sachez que les États-Unis envoient en Méditerranée un 7e porte-avions, le Forestal, pour protéger Israël. En direct maintenant de Jérusalem, François de Closet, vous avez entendu les propos du président de la République? Oui, certainement. Eh bien, vous savez, il y a toujours ce malaise et ce malentendu entre Jérusalem et Paris. Et évidemment, le fait que l'on disait que la France ne voulait pas participer à des opérations au-delà de la frontière du Koweït, en Irak même, avait considérablement accentué ce malaise. Et là, les précisions apportées par le président de la République seront sûrement favorablement reçues. Il reste toujours une ambiguïté sur les objectifs. Pour Israël, l'objectif, c'est d'abattre cette puissance militaire menaçante de l'Irak, alors que pour les Nations Unies et la France qui colle aux Nations Unies, c'est d'obtenir la libération du Koweït. Mais comme l'a dit le président de la République, aujourd'hui, et du fait de Saddam Hussein, pour libérer le Koweït, il faut absolument s'attaquer à la puissance militaire de Saddam Hussein. Donc, François, justement, une ambiguïté, mais certainement, on aura apprécié en Israël le fait qu'effectivement, pour la France, l'Irak ne soit pas un sanctuaire. François, je vous reprends dans une seconde. Restez en ligne. Nous avons maintenant en direct Riyad. Nous retrouvons l'un de nos correspondants. Je pense que c'est Michel Floquet. Oui, c'est Michel Floquet. Michel, est-ce que vous confirmez qu'il y a eu des tirs de missiles sur l'Arabie Saoudite et sur Bahreïn? Écoutez, Ladislas, effectivement, ici à Riyad, nous avons entendu une interview de François Mitterrand en état d'alerte. Ces sirènes ont retenti peu de temps avant 22 heures en heure locale. Il semble apparemment que 5 missiles Scud, au moins, le chiffre n'est pas certain, soient tombés sur la région de Daran, rien sur Riyad, où l'alerte a été levée il y a quelques minutes. Bien. Nous rejoignons maintenant, nous vous retrouvons tout à l'heure, nous reprenons maintenant François de Closet. Je pense, François, que Israël a été, disons, doublement soulagé en apprenant après le calme de la nuit dernière que les réacteurs nucléaires installés en Irak avaient été mis hors d'usage et qu'il n'y aurait donc plus à craindre une bombe atomique du côté de Saddam Hussein. Certainement, mais je pense, moi, que la nouvelle que vous venez de donner de la frappe de Daram par des Scuds irakiens est de nature à inquiéter les Israéliens, parce que donc la preuve est faite qu'il y a toujours, que Saddam Hussein dispose toujours de missiles, et eh bien c'est une nouvelle nuit d'inquiétude qui va commencer pour Israël, car s'il peut frapper l'Arabie Saoudite, il peut aussi frapper Israël. Oui. François, un espoir nouveau, en tout cas avec cette petite phrase du ministre israélien des Affaires étrangères qui a dit au président en exercice de la communauté européenne, et je le cite en somme, Israël est prêt à parler du Proche-Orient, à discuter du règlement des problèmes de la région, mais seulement après la guerre. Ça, c'est tout à fait nouveau, François. Continuar. Bien. On me dit qu'on n'a plus François de Closet à Jérusalem. Bagdad en ligne. Voici donc ce que reproduit en ce moment même la chaîne américaine CNN. Voici les images du chef d'état-major. Voici le chef d'état-major américain qui donne des précisions sur les attaques de ce soir. The others in the Allied forces about the low casualty rate so far. You're probably one of the most realistic people Je pense involved in que this ce sont sans operation doute about les potential plus dangers. réalistes Have even you been surprised engagés at the dans low cette casualty opération. rate Est-ce que so vous far? avez été, je crois, relativement surpris du faible taux de victimes jusqu'ici, du faible taux de pertes? Je suis à la fois surpris et je suis ravi, en fait. Vous l'attribuez à quoi? Je l'attribue au professionnalisme de nos aviateurs et je l'attribue aussi à l'entraînement
Bien, vous allez voir maintenant... Vous allez voir maintenant les images étonnantes que diffusait tout à l'heure, juste avant le discours de Saddam Hussein, la télévision irakienne. Bagdad, ville tranquille, à en croire ces images reçues aujourd'hui. On s'y promène comme s'il n'y avait pas la guerre. Le général Koppel, d'ailleurs, nous disait dans le journal de 13 heures que les bombardements n'avaient pas détruit la capitale comme ils avaient détruit les villes lors de la dernière guerre mondiale, car les tirs au laser sont extrêmement précis. Les plans que vous allez voir, les scènes que vous allez voir, montrent en tout cas une ville intacte. Guylaine Laurent. Voici donc les dernières images que nous ayons reçues de Bagdad. Chaque nuit, lors des bombardements, de nombreux Irakiens se réfugient dans les abris des grands hôtels. Mais au petit jour, on le voit dans les rues, la vie reprend son cours. Une vie qui prouve que, pour le moment du moins, la population civile est relativement épargnée. Grâce, il est vrai, à un matériel électronique extrêmement perfectionné, l'aviation américaine peut éviter toute bavure et toucher très précisément les objectifs visés. Exemple, cette raffinerie située à Dora, dans la banlieue de la capitale. Aujourd'hui, les Britanniques ont intensifié leur offensive. Cependant, certains de leurs avions de combat, les Tornados, ont rejoint leur base plus vite que prévu en raison de violents orages. Et mauvais temps oblige, les Jaguars français n'ont pu effectuer leur mission. Pendant ce temps, plusieurs contingents de l'armée de terre se dirigent vers le nord pour se positionner à proximité de la frontière du Koweït. Il s'agit maintenant de préparer la seconde étape de la guerre du Golfe, une étape qui risque d'être fort difficile pour les Alliés. Les Irakiens, eux, ayant une longue expérience, des tranchées et des combats au corps à corps. Aussi, depuis plusieurs jours, dans le désert saoudien, l'armée de terre, ici les Britanniques, se livre à des entraînements intensifs. Dans cette guerre du Golfe, les avions alliés touchés par l'Irak, ce fut le cas de quelques Jaguars français légèrement endommagés, ces avions ont été atteints par des canons anti-aériens, c'est-à-dire la DCA, que je dirais classique. Ils n'ont pas été touchés par des missiles. Pourquoi? Eh bien parce que justement, les appareils américains, britanniques, français, etc., sont équipés de systèmes de protection anti-missiles, ce qu'on appelle les leurs. Alors, comment cela marche? Les explications de Anne-Marie Blanchet. Pour éviter les missiles tirés par les Irakiens, aviation et marine occidentale disposent de leurres qui attirent les missiles dans des directions trompeuses. Électromagnétiques ou infrarouges, selon la nature du missile, ces leurres sont souvent panachées dans de grosses cartouches comme celle-ci, qui en contiennent chacune des millions d'exemplaires. Qu'un missile guidé par radar repère un bateau, par exemple, ce dernier le détecte aussitôt grâce à son électronique de bord et éjecte des leurres électromagnétiques. Ceux-ci imitent exactement les caractéristiques du bâtiment et en renvoient l'écho. Le tour est joué. Ces leurres sont constitués d'un mélange de paillettes magnétiques qui couvrent l'ensemble des fréquences sur lesquelles fonctionnent les radars des missiles. Autre stratagème, un chasseur coupera son radar, mais larguera par exemple un mini-brouilleur que le missile prendra pour l'avion. Le missile va donc s'égarer. Remède miracle? Non, car un missile irakien équipé d'un radar très sophistiqué décèlera une différence de vitesse entre les leurres d'une part, l'avion ou le bateau de l'autre, auquel cas malheureusement, le missile ne tiendra pas compte des leurres et détruira sa cible. Le missile à infrarouge, lui, se repère à la chaleur de l'avion ou du bateau. Il ne se détecte pas, d'où la nécessité de déclencher des leurres infrarouges dans les zones a priori vulnérables. Mais ces leurres ne sont efficaces que si leurs traces infrarouges sont beaucoup plus importantes que celles du bateau ou de l'avion. De plus, le leurre doit impérativement se trouver dans la ligne de tir du missile. Mais dernier problème, les leurres sont encombrants et les avions ne les emportent qu'en nombre limité. Nous rejoignons maintenant à nouveau Michel Floquet à Riyad. Est-ce que, Michel, vous avez confirmation de l'attaque également sur Bahreïn et est-ce que l'alerte est toujours maintenue, Michel? Écoutez, ici à Riyad, l'alerte a été levée. En revanche, je peux vous donner cette information. 2 missiles Scud ont été détruits à 25 miles d'ici environ, une quarantaine de kilomètres, ont été détruits en vol par des missiles américains Patriot, ces mêmes missiles que les Américains viennent de livrer à Israël. L'attaque irakienne, donc, visiblement visait l'ensemble du territoire saoudien, Dhahran, Bahreïn dans les Émirats et également Riyad, la capitale. On imagine aisément la portée symbolique qu'aurait eu l'arrivée de ces missiles Scud sur Riyad. Pour l'instant, nous savons que 2 d'entre eux ont été interceptés par des missiles Patriot
à 25 miles d'ici environ. Nous ne savons pas s'il y a eu des impacts en dehors de la ville. Michel Floquet, analyse politique maintenant. Comment de votre côté a-t-on perçu les propos du chef de l'État? Vous les avez entendus tout à l'heure. On disait dans certains milieux politiques à Paris que la France aurait dû s'engager plus nettement dans la guerre et ne pas se contenter d'effectuer des opérations sur le territoire koweïtien. Quelle a été votre perception de ces propos, ou en tout cas autour de vous? Écoutez, à Riyad, vous le savez, installé l'état-major de l'opération Daguet, on savait déjà depuis quelques jours que la France ne se limiterait pas au territoire koweïtien, et les propos du président de la République n'ont fait que confirmer cette certitude, cette quasi-certitude qu'avaient les militaires ici. Ce qu'il faut retenir peut-être, au-delà de l'hommage appuyé rendu à nos aviateurs, c'est peut-être cette petite phrase de François Mitterrand: il y aura des opérations terrestres, a-t-il dit, et on verra bien à ce moment-là comment on a conçu notre devoir. De là à penser que les opérations terrestres pourraient amener les hommes de l'opération Daguet à aller en Irak, il y a un pas qui serait peut-être hasard de franchir, mais en tout cas on peut s'interroger, surtout si on sait que nos troupes sont basées à Miramar, c'est-à-dire plus près finalement de la frontière irakienne que de la frontière koweïtienne, juste à la jonction entre les deux pays. Merci. Oui, on me dit que nous avons les images de CNN. Les CNN, je vous le disais tout à l'heure, est là l'équipe américaine qui reste acceptée, la seule tolérée à Bagdad. Voici ce que reçoivent en ce moment même les téléspectateurs américains. Il y a des gens qui nous ont dit qu'ils avaient beaucoup de mal à dormir la nuit, les gosses qui font des cauchemars, c'est le genre de choses auxquelles on peut s'attendre. Enfin, jusqu'ici, il n'y a pas de panique pour l'instant, il n'y a pas des gens qui courent partout dans les rues, ni rien de semblable. Ça ne veut pas dire que tout le monde dort bien. On voit que les gens se baladent partout avec des masques à gaz, ils ne les quittent pas. Les gens essayent en tout cas de mener une vie normale. Mais je me demande s'il n'y a pas un autre danger ici, c'est que si l'alarme sonne sans arrêt et que rien ne se passe, les gens vont finir par ne plus y croire. Effectivement, ça pourrait arriver, mais jusqu'ici, les gens prennent les choses très au sérieux parce que ça apparaît bien là, par deux fois. Je dirais, nous avons été mis en état d'alerte et nous sommes à portée de l'Irak. Et il y a eu des explosions, on a entendu des explosions vers le nord-est quelque part, là, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais... C'était donc le premier témoignage d'un citoyen américain quelque part à Riyad, quelque part à Bagdad, après ces explosions. Confirmation maintenant de la fin de l'alerte à Bahreïn, ça vient de nous être confirmé à l'instant. Le 4e raid des Jaguars français n'a pas permis à nos appareils aujourd'hui de larguer leurs bombes sur des objectifs au Koweït en raison de violents orages. Ils ont dû rebrousser chemin intacts. En revanche, on a quelques précisions aujourd'hui sur le 3e raid, puisque l'état-major français a révélé qu'il avait pleinement atteint son but. Les Jaguars ont pu détruire un dépôt de missiles Exocet, des Exocet, ces fameux missiles de fabrication française qui avaient été livrés au Koweït, mais qui n'avaient pas pu être retirés à temps lors de l'invasion du 2 août, des missiles redoutables. Thomas Hugues. Samedi 19 janvier à l'aube, 12 Jaguars basés en Arabie Saoudite décollent de la piste d'El Acha. Leur objectif, 500 km plus loin, un dépôt de munitions, des missiles Exocet mer-mer qui appartenaient aux Koweïtiens. Sous la voilure du Jaguar, un missile AS-30 avec guidage laser et charge de 250 kg. L'armée de l'air nous a fait parvenir les images prises par la caméra vidéo placée sous le fuselage. La cible, un petit hangar qui peut contenir 1 ou 2 avions et leurs missiles. On a perdu Ok, 01, bingo. Mission accomplie et retour sans casse pour les Jaguars français. Moins de 2 heures en vol, quelques minutes seulement dans l'espace aérien koweïtien. Un pilonnage réussi qui affaiblit l'aviation irakienne et limite sa capacité de réaction. S'ils sortent leurs avions, et ceci est toujours possible, et il faut s'y attendre, car si nous ne nous y attendions pas, nous serions surpris. Ils peuvent le faire, ils peuvent toujours faire un mauvais coup. Mais plus le temps passe, plus leur système est désorganisé, moins ils pourront faire de raids organisés, et plus il sera facile aux avions de défense aérienne de les tirer comme des pigeons. Pour l'armée française, ces missions contre des dépôts de missiles Scud ou Exocet prouvent à elles seules la confiance que lui accordent les Alliés. Les premières images que nous venons de recevoir il y a quelques secondes de l'attaque sur Daran, attaque réussie semble-t-il, avec le commentaire de Gauthier Rebinski.
Oui, les images que vous voyez en ce moment sont celles qui datent d'à peu près quelques dizaines de minutes. Vous voyez ici sur ces images le tir de missiles patriotes qui sont censés avoir intercepté les missiles Scud. Les gens courent pour se réfugier dans les abris prévus à cet effet. On a entendu quelques minutes avant des sirènes de l'alerte aérienne qui ont résonné sur la base de Daran, cette base américaine. Et les forces américaines ont tiré 4 missiles anti-missiles patriotes. Dans un hôtel situé juste à l'extérieur de la base, plusieurs dizaines de journalistes et de porte-parole militaires se sont réfugiés dans un abri au son de l'alerte. Vous les voyez sur ces images enfiler les combinaisons NBC et les masques à gaz. Beaucoup donc se sont abrités. Il semble que les autorités de la défense civile n'aient été averties d'une possible attaque que quelques secondes seulement avant le tir du premier missile Patriot. Ce sont donc les images que nous venons de recevoir de Daran. Après l'annonce des succès des opérations militaires françaises, comment, et après l'arrivée évidemment sur place en Arabie Saoudite de Jean-Pierre Chevènement, comment est le moral de nos troupes? Vous allez pouvoir en juger avec ce reportage de Jean-Pierre Ferré et Dominique Sizinski, pas très loin de Riyad, presque à la frontière avec l'Irak. Tôt le matin, quand les avions ont décollé, le personnel de piste et les mécaniciens peuvent enfin prendre leur petit déjeuner. Du café arabe, il est très bon. Il faudrait qu'ils en vendent du comme ça en France. Du véritable camembert danois. Pour l'instant, la guerre se joue uniquement dans les airs. Les pilotes ont la vedette, mais ils ne travaillent pas seuls. Il y a les mécaniciens, évidemment. La sûreté des appareils dépend d'eux. Tu fais le plein d'huile du démarreur aussi entre les angles. Par contre, j'ai pas regardé pour le relais accessoire. Il y a les armuriers qui s'occupent des munitions. Et puis les gens du service des carburants, les pompiers, les radaristes, les commandos de l'air qui protègent la base, les postiers qui maintiennent le lien avec les familles, et les cuisiniers, bien sûr, si nécessaire pour le moral, qui doivent faire face chaque jour à un sacré nombre de repas. 2000 environ, un peu plus de 2000 même. 1200 le midi, 1200 le soir. Non, c'est la mienne. 1200 hommes donc sur la base. Ils étaient bien préparés pour leur mission, il n'empêche, ils découvrent la guerre. 4 jours après le déclenchement du conflit, l'épreuve les a soudés. Parmi les militaires français, c'est super, on est tous copains. Comment vous faites pour vous distraire un petit peu? Il n'y a pas grand-chose, surtout en ce moment. On fait des sacs de sable. Et puis on s'entraîne avec les T3P, quoi, les tenues antitoxiques. Voilà, un peu tout ça. Vous aviez essayé d'avoir des rapports avec les gens du pays? Bon, on en a tous les jours, puisqu'on travaille avec des Saoudiens qui sont sur la plateforme. Donc, c'est sans problème. Il faut être coopératif, quoi. Problème de langue? Oui, ils ne comprennent pas le corse, et puis moi je ne comprends pas l'arabe, alors tout va bien. La T3P dont il parlait, c'est la tenue contre les armes chimiques. Des alertes, ils en subissent, souvent. 4 dans la seule journée d'hier. Ils y sont maintenant habitués. C'est dans le calme qu'ils attendent que ça passe, oubliez déjà l'angoisse de la première sirène. Mais ne croyez pas qu'ils sont inconscients. Ils connaissent le poids de leur mission, ils s'arrachent les journaux pour se tenir informés, ils se tiennent en permanence à l'écoute des radios. Ils vivent cette situation sans état d'âme, avec une certaine fierté même. Les hommes qui sont ici, et il y a des rotations assez fréquentes, donc il n'y a pas que ceux qui sont ici, il y a ceux qui avaient avant, je suis sûr que ceux qui viendront après seront du même niveau, arrivent et sont motivés. Ce sont des professionnels de toute spécialité, que ce soit les pilotes, les mécaniciens, les contrôleurs, tout ce que vous voulez. Donc ils arrivent déjà avec leurs compétences militaires, leurs compétences professionnelles. Quant au moral, bon, ils savent qu'ils sont là pour une mission. La mission est clairement définie. Et bien, en définitive, le moral se tient de lui-même au bon niveau. Ce qu'ils ne disent pas devant les caméras, c'est que le rôle de la presse les gêne. Cette guerre est très médiatisée, avec parfois une recherche du sensationnel et certains excès. Cela dramatise inutilement la situation, disent-ils, et l'inquiétude de leur famille pèse sur leur morale. Ainsi donc, Saddam Hussein a parlé aujourd'hui pour la première fois depuis plusieurs jours. Alors, au-delà de la propagande, de l'exagération et des slogans connus, Régis Faucon, est-ce que vous avez trouvé quelques enseignements nouveaux?
Oui, vous savez, il n'est pas très simple de faire la part entre la fanfaronnade et la réalité. Par exemple, lorsqu'il dit que les missiles du tyran, le tyran étant Bush, ont été détruits ou que l'Irak est intact, disons que Saddam Hussein n'est pas sérieux. En ce qui concerne l'arsenal, nous n'avons pas utilisé tout notre arsenal. Il pense à la bataille terrestre à venir, qui sera plus longue, plus dure, plus sanglante, mais ça, on le savait. Mais il parle aussi d'armes, d'utilisation d'armes de toutes sortes. Alors peut-être pense-t-il au chimique, ce qui serait évidemment une évolution fort inquiétante. Il relance sa guerre sainte contre les intérêts alliés partout, avec une double stratégie, soulever les masses arabes et réactiver les menaces terroristes, et notamment hors de la zone du Proche-Orient. Il faut noter que sur ce plan-là, jusqu'à maintenant en tout cas, rien ne s'est passé. Nous dirions, pour terminer, que l'homme est blessé, mais il est debout. Merci. Comment les familles françaises des militaires envoyés dans le Golfe vivent-elles ces heures d'attente et parfois avec une certaine angoisse, puisque les nouvelles ne peuvent pas passer facilement en ce moment, vous le comprenez. Tenez, depuis le mois d'août, la famille d'Adrien Radokia vit au rythme des bulletins d'information. Notre correspondante, Denis Sébastien, a rendu visite à la maman d'Adrien. C'est à Clouange, près de Metz. Depuis que le conflit a éclaté, la télévision est allumée en permanence chez la famille Radokia. Adrien, 35 ans, parachutiste de formation, est stationné quelque part dans le désert d'Arabie Saoudite. Plus de nouvelles depuis une semaine. Sa mère, d'origine italienne, vit seule, mais pour l'aider à passer ce moment difficile, sa fille et sa belle-fille sont venues vivre avec elle. Disons qu'on vit dans la crainte, de la peur, parce que, je ne sais pas, à tout moment, on peut s'attendre à avoir un coup de fil ou quoi, nous annoncer une mauvaise nouvelle, et puis ça, on ne voudrait pas, quoi. À un moment, elle se lève très tôt, 6 h le matin, elle regarde les informations, elle lit le journal, et puis je pense qu'au fond d'elle-même, elle prie pour que mon frère revienne, et puis le plus vite possible, et que ça se termine, parce que bon, personne n'aime la guerre, quoi. Mes journées se passent tristes, avec des soucis et tout. Tu regardes la télé, tu regardes les informations. Ben c'est ça, je regarde la télé. Elle prie, Sophie. Ben oui, bien sûr, il faut prier. Pour Noël, Adrien, qui est célibataire, a envoyé cette photo à sa maman. Dans le colis, il a ajouté un échantillon de sable du désert. Il a écrit sur la boîte « Terre d'Arabie Saoudite ». La famille est habituée à le voir partir dans des pays à conflit, Tchad, Liban, mais aujourd'hui difficile de se rassurer. 20h30, à table, c'est toujours le poste de télévision qui tient la conversation. Le soir, quand les informations sont terminées, on se plonge dans les tâches quotidiennes en essayant d'échapper à l'inquiétude. Mais à chaque instant, Adrien est là. Au-delà des pertes en vie humaine, la guerre, c'est aussi des chiffres, de l'argent. Les experts du Pentagone ont calculé ce que pouvait coûter cette guerre. Attention, les chiffres sont énormes et ils sont calculés par jour. Isabelle Marie, Alain Mar. 3 milliards de dollars, telle est la facture de la guerre du Golfe après 4 jours de combat. Et chaque jour qui passe alourdit la note de 500 millions de dollars. Chaque missile Tomahawk lancé depuis les navires américains coûte plus d'1 million de dollars. Chaque avion abattu par les Irakiens, 31 millions de dollars. Sans compter le matériel de moindre coût, l'entretien des troupes et les pertes de vies humaines. Au total, la guerre pourrait donc coûter de 28 à 86 milliards de dollars selon qu'elle dure de 1 à 6 mois. Les Alliés, pour leur part, ont déjà versé 6 milliards de dollars à l'effort de guerre et s'apprêtent à reverser plusieurs milliards supplémentaires en plus de leur investissement en hommes et en matériel sur le terrain. Les Émirats et l'Arabie Saoudite prenant en charge l'aide aux pays directement touchés par l'embargo. Les États-Unis restent financièrement les plus impliqués dans le conflit, malgré un déficit budgétaire déjà considérable. L'économie américaine supportera-t-elle ce poids, d'autant que les experts du Pentagone révisent quotidiennement leurs chiffres à la hausse. Les Britanniques, même s'ils soutiennent largement l'action de leur gouvernement, 4 Britanniques sur 5, selon un sondage, eh bien, ils commencent à penser que la guerre sera longue et meurtrière aujourd'hui. Et pour la première fois de son histoire, la fameuse compagnie d'assurance, la Lloyds, qui assure contre les risques de guerre également, eh bien, elle a ouvert ses portes un dimanche. Reportage de notre correspondante à Londres, Patricia Lémonière. Cette image diffusée par la télévision britannique a mis le monde de l'assurance en émoi. La mine ce jour-là est détruite, mais d'autres flottent dans les eaux du Golfe, et pourquoi pas ailleurs. Pour la première fois en 300 ans, les Lloyds, qui gèrent 80% du marché du risque de guerre, ont ouvert un dimanche. Souscripteurs et courtiers doivent renégocier toutes les 24 heures les tarifs.
Les compagnies maritimes et d'aviation qui rentrent dans la zone de guerre, est de la Méditerranée, canal du Suez et Proche-Orient, peuvent s'assurer contre tous les risques, le nucléaire mis à part. D'après les rapports que nous avons reçus la semaine dernière, des terroristes pourraient s'emparer de navires et les faire sauter pour bloquer le canal de Suez. Il y a donc un risque. Mais selon moi, le plus important se situe dans les zones du Golfe. Les marchands et leurs cargos doivent faire face aux mines. Allez-vous encore augmenter vos tarifs? Je ne sais pas. Mais il faut s'attendre à une augmentation si la guerre s'étend. Exemple, s'il y a un bateau attaqué dans le canal de Suez ou si des mines dérivent plus au sud, nous devrons forcément réagir et augmenter nos primes. Les primes ont été multipliées par 3. Définir les nouveaux prix est un véritable casse-tête chinois. Ce conflit n'est pas comparable avec la guerre Iran-Irak, avec le Vietnam, ni même avec la Seconde Guerre mondiale. Certains pétroliers envisagent de ne plus faire passer leurs navires par le canal de Suez, les taux devenant trop élevés. Tant que la guerre se livre dans l'air et sur terre, le département maritime va faire des affaires. Ce conflit pourrait même permettre aux géants de l'assurance mondiale de compenser les pertes qu'il a enregistrées l'année dernière. Évidemment, personne ici, pour des raisons morales que l'on comprendra aisément, ne va admettre que cet affrontement pourrait être profitable à certains milieux d'affaires. Une confirmation qui nous vient de Daran, en Arabie Saoudite. 2 des missiles irakiens tirés sur la ville ont été détruits, annonce un responsable saoudien, donc détruits par les missiles antimissiles patriotes américains. Nous rejoignons maintenant Bernard Volker, que nous attendions après les propos tenus par François Mitterrand tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on a retenu de ces propos à Washington, Bernard ? Eh bien écoutez, je ne pense pas qu'il y aura de réaction officielle de Washington aux déclarations du président de la République. On va sûrement se montrer à nouveau satisfait de la réaffirmation par le président français de sa solidarité avec la coalition. Mais de toute façon, ici à Washington, on n'avait aucune raison de se plaindre de la forme ou de la forme de l'engagement français dans la coalition anti-irakienne. Donc je ne pense pas que dans ce qu'a dit le président, il y ait quoi que ce soit à relever ici par Washington, puisqu'il y a en ce moment une totale identité de vue entre Washington et Paris sur la question du Golfe. Bernard, l'Amérique soutient toujours George Bush et son armée. Les derniers sondages donnent toute confiance au président, c'est bien ça ? Tout à fait. Aujourd'hui, George Bush fête le 2e anniversaire de son entrée en fonction à la Maison-Blanche et il le fête d'une façon retentissante avec un sondage extraordinaire puisque 84% des Américains approuvent son action dans le Golfe, sa conduite de la guerre. Ils ne sont que 9% à le désapprouver. C'est un record pour un président des États-Unis. Et j'ajoute aussi que ce sondage montre que 74% des Américains sont fiers de leur pays, sont fiers de l'action de leur pays dans la coalition anti-irakienne. Bernard, nous devions avoir les premières images des prisonniers américains présentées les yeux bandés à la télévision irakienne. Ces images n'ont finalement pas franchi les limites de l'Irak. Au dire des agences de presse, il s'agit donc de 7 prisonniers qui n'ont donc pas pu être reconnus. Alors, une mise en scène ou alors les vrais premiers soldats américains capturés par l'Irak. Qu'en pensez-vous, Bernard Volker ? Au Pentagone, on pense qu'il est tout à fait probable que les Irakiens aient capturé des pilotes américains ou des pilotes alliés. Donc cela n'aurait absolument rien d'extraordinaire. On a suivi avec attention les déclarations du président Saddam Hussein et surtout le fait qu'il ait mentionné les conventions de Genève. Donc on pense que de ce côté-là, il n'y aura pas de problème, qu'il n'y aura pas de mauvais traitement de ces prisonniers de guerre. À propos du Pentagone, je vous rajoute juste un petit mot pour vous dire que ce matin, les militaires américains, les stratèges américains sont beaucoup plus optimistes sur la fin éventuelle de cette guerre, en tout cas sur sa poursuite, puisque l'on dit maintenant qu'elle pourrait se terminer plus tôt que prévu. On parle maintenant de quelques semaines ou un mois. Pourquoi cet optimisme renaissant du Pentagone ou cet optimisme un peu plus grand? Eh bien, c'est parce que les raids aériens connaissent un très grand succès, 80% de réussite, et aussi parce que la coalition tient. Donc les stratèges américains sont pour le moment beaucoup plus optimistes. Les bombardements actuels de l'Irak sont les plus forts qui aient jamais eu lieu, et les stratèges américains, l'état-major est extrêmement optimiste ce matin. Merci Bernard. Des manifestations monstres sous les fenêtres de Mikhaïl Gorbatchev. Des dizaines de milliers de moscovites ont défilé cet après-midi sous les murs du Kremlin pour dénoncer la dictature du pouvoir central et le rôle précisément du président soviétique dans la répression aux pays baltes, au moment où j'apprends à l'instant que des tirs d'armes automatiques ont été entendus à Riga, la capitale de la Lettonie. Nous rejoignons à Moscou Ulysse Gosset. Exactement après le coup de force contre les Lituaniens, Moscou a connu sa plus grande manifestation réformatrice depuis un an.
Plus de 100 000 personnes se sont en effet rassemblées sous les fenêtres du Kremlin pour s'opposer à la dictature menaçante. Aujourd'hui Vilnius, demain Moscou. Bientôt, l'armée sera partout, lançaient les manifestants. Ils réclament la démission de Gorbatchev, celle aussi des ministres de la Défense et de l'Intérieur, responsables, selon les libéraux, du dimanche sanglant de Lituanie. Le danger de la dictature, dénoncé depuis quelque temps, est devenu réalité, affirme même le leader de la Russie, Boris Yeltsin. Il appelle ses concitoyens à continuer à s'y opposer en évitant toute violence pour ne pas justifier une intervention de l'armée en Russie. Après le départ d'Edouard Shevardnadze et de plusieurs proches conseillers de Gorbatchev, les adversaires du chef du Kremlin tentent de s'opposer à la reprise en main. Les forces progressistes comptent désormais sur Boris Yeltsin pour prendre la tête du combat contre Gorbatchev, toujours soutenu par l'armée, le KGB et le Parti communiste. La mort de Louis Seigné, un très grand de la comédie française. Monsieur Louis Seigné, qui interprétait mieux que quiconque le malade imaginaire où Tartuffe avait donné pendant des générations le même visage aux principaux personnages de Molière. Il est mort dans des circonstances dramatiques la nuit dernière à Paris, dans l'incendie de son appartement. Louis Seigné avait 87 ans. On le revoit avec Jacques Barbeau. Le nom prestigieux et évocateur de Molière résume la carrière de Louis Seigné. Né près de Grenoble en 1903, Louis Seigné sera comédien dès l'âge de 16 ans, à Lyon, au Célestin, puis à Paris. Il entre en 1939 à la Comédie Française, où pendant 32 ans il interprétera les grands rôles du répertoire. Et surtout, il servira Molière dans sa maison en jouant le bourgeois gentilhomme, l'avare, le malade imaginaire, ou ici Tartuffe, réalisé spécialement pour la télévision. Je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux, jamais en toute chose on a vu si bien faire. Au cinéma, Louis Seigné tourna plus de 100 films, où sa bonhomie s'imposa dans tous les rôles, comme ici aux côtés de Jean Gabin, dans le film de Jean Delannoy, Le Baron de l'Écluse.